Giscard saisit le Conseil constitutionnel sur l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Élection partielle dimanche en Haute-Loire, 5 candidats pour remplacer le docteur Simon. Carter, sans son sourire, parle pour la première fois en président. La fraude fiscale devant la justice, c'est le point de vue. Ce soir à l'Assemblée, vote du budget de la culture, peu d'argent pour le théâtre des enfants, c'est le dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Parlement européen, suffrage universel, saisine du Conseil constitutionnel, voilà bien des mots abstraits qui n'évoquent certainement pas en vous beaucoup de souvenirs, beaucoup de références précises. Pourtant, il va falloir vous y habituer, car il est vraisemblable que ces notions vont abondamment occuper les prochains mois le paysage politique, l'occuper et qui sait peut-être l'empoisonner. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Cet après-midi, le président de la République recevait Roger Frey, le président du Conseil constitutionnel. Il voulait le consulter sur la constitutionnalité, et si vous préférez, parce que c'est pas très facile à dire, la légalité de ce projet de loi. Le projet de loi, élire les futurs représentants du Parlement européen, les élire au suffrage universel. C'est-à-dire que tous les électeurs des 9 pays du marché commun éliraient chacun leur représentant à cette Assemblée qui, vous le pensez bien, prendrait alors une autre envergure, une autre puissance qu'actuellement. Seulement voilà, Valéry Giscard d'Estaing se pose une question, et il n'est pas le seul. Est-ce que cette procédure est conforme à la Constitution, une Constitution fondée sur la souveraineté nationale? C'est la raison de la visite de Roger Frey. Le président de la République m'a entretenu de l'élection de l'Assemblée au suffrage universel direct et m'a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel. Et pour le reste, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est au sommet européen de Paris, en décembre 1974, que les chefs d'État et de gouvernement des 9 pays européens décident de mettre en œuvre cette élection du Parlement européen au suffrage universel, qui est d'ailleurs prévue à l'origine dans le traité de Rome. Objectif, relancer la construction européenne qui piétine, car le Parlement, nouvelle formule, aurait bien sûr des pouvoirs plus étendus. 18 mois plus tard, l'accord est signé à Bruxelles par les 9 ministres des Affaires étrangères. Une date est prévue pour l'élection, mai ou juin 1978, mais les 9 gouvernements décident de soumettre d'abord ce projet à l'approbation de leurs parlements respectifs. Si un seul de ces parlements refuse, l'accord sera évidemment remis en cause. En France, le président de la République a donc décidé de saisir avant toute chose le Conseil constitutionnel pour être certain que cet accord est compatible avec notre Constitution. Si jamais il donnait un avis défavorable et que le président veuille poursuivre le projet, M. Giscard d'Estaing serait donc obligé de réviser la Constitution, soit par référendum, soit en réunissant le Congrès à Versailles. Bon, tout ça semble aller de soi, d'autant que l'affaire ne date pas d'aujourd'hui. La procédure était déjà prévue, on vous l'a dit, depuis 20 ans, depuis le traité de Rome. Mais certains gaullistes s'en sont toujours méfiés. Et voilà que renaissent aujourd'hui leurs craintes. Et le plus étonnant est que l'affaire révèle des clivages qui ne sont pas ceux que l'on connaît habituellement entre majorité et opposition. Alors d'un côté, vous avez, et là je schématise, vous avez les communistes et les gaullistes durs, qui sont contre cette élection au suffrage universel, et puis de l'autre, giscardiens, centristes et socialistes, qui sont plutôt pour. Les socialistes se méfient quand même, eux aussi, parce qu'ils ont peur qu'on les oppose aux communistes, ce que reflète bien ce petit mot de Georges Sard, la droite tente d'effectuer une opération de politique intérieure. Valéry Giscard d'Estaing, en tout cas, a essayé de décrisper un peu le débat en faisant appel à l'avis des 8 sages groupés autour de Roger Frey. Mais il n'a pas pour autant apaisé toutes les craintes du plus farouche des gaullistes en la matière, Michel Debré. Notre Constitution repose sur la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est le principe de légitimité de la République. Notre Constitution le rappelle et précise que cette souveraineté nationale s'exerce par l'appel au suffrage universel. Élection du Parlement, élection du président de la République, élection des assemblées locales, référendum. En d'autres termes, à juste titre, la Constitution fixe d'une manière limitative les cas d'appel au suffrage universel, expression de la souveraineté nationale. On ne peut pas ajouter un cas supplémentaire, on ne peut pas faire appel à la souveraineté nationale en dehors des cas qui sont prévus par l'acte fondamental de la République. Et si le Conseil constitutionnel n'était pas du même avis que vous, sur le fond des choses, vous demeurez de toute façon opposé à l'élection de cette Assemblée? Il n'y a de réalité dans une organisation de l'Europe
que par l'association des États. La souveraineté, d'ailleurs, ne se partage pas, les souverainetés s'associent, et toute forme d'intégration est contraire à ce choix. J'ajoute que pour ce qui concerne la France, dont nous sommes responsables, l'organisation de l'Europe par la voie confédérale est la seule qui soit conforme aux exigences de son avenir et notamment de son indépendance. Voilà donc ce que pense l'un des pères de la Constitution de 58 qui, vous le voyez, semble craindre pour son enfant. Alors pour le rassurer, le gouvernement a tout de suite délégué le ministre des Affaires étrangères. Et pour Louis de Guéringaud, il n'y a là rien que de très logique finalement. Le président Giscard d'Estaing a obtenu à la réunion de Paris de décembre 1974 que ces sommets soient institutionnalisés. Ils se réunissent 3 fois par an et, le cas échéant davantage, ils réunissent les chefs de gouvernement qui prennent toute décision qu'ils veulent sans limitation de compétences. À partir du moment où un exécutif européen est ainsi constitué, nous n'avions plus d'objection à l'application de l'article 138 du traité de Rome qui prévoit explicitement l'élection au suffrage universel d'une assemblée européenne. Ainsi, des institutions sont en place, un exécutif, une assemblée, des institutions pour une Union européenne de type confédéral. Il n'y a pas de désaccord entre Michel Debré et Valéry Giscard d'Estaing sur la saisine du Conseil constitutionnel. C'est évident et au contraire, l'ancien Premier ministre trouve cela plutôt rassurant. En revanche, le débat va inévitablement rebondir sur le fameux article 138 de la Constitution, du traité de Rome plus exactement, que le général de Gaulle n'a jamais voulu accepter, ou plus exactement n'a jamais voulu appliquer, car il piétinait les plates-bandes de l'indépendance nationale. Il est évident que si le Conseil constitutionnel jugeait cet article compatible avec la Constitution française, les adversaires du projet seraient en partie désarmés. Dans l'hypothèse inverse, un référendum, comme le suggère Michel Debré, ou un vote du Parlement trancherait le débat et trancherait la question. L'espoir de Valéry Giscard d'Estaing, c'est qu'à l'occasion de ce débat, dans l'opinion, une autre majorité se dessine. Et je le répète, d'un côté les communistes et les gaullistes, les plus durs, réunis dans une hostilité commune au renforcement des pouvoirs de l'Assemblée de Strasbourg, de l'autre, tous ceux qui sont favorables à l'accord des 9 de Bruxelles. Mais, même s'ils y sont favorables, on a peu de chance de voir les socialistes se ranger sous la bannière présidentielle pour défendre l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Prudente, la gauche a déjà répondu que même si elle n'était pas d'accord entre elles sur le fond, elle ne s'engagerait pas en ordre dispersé dans ce débat. Bon, voilà donc un débat qui ne fait que commencer, sur lequel nous aurons amplement l'occasion de revenir. Pour l'heure, Valéry Giscard d'Estaing s'est attelé ce matin à un autre problème, celui des collectivités locales, à l'occasion du premier conseil restreint sur la question autour du rapport Guichard, un problème sur lequel il aura l'occasion de revenir au cours d'un voyage en province dans l'Est les 25 et 26 novembre. Mais d'ici là, la petite classe politique, pas mal de monde autour, aura l'attention braquée sur la série des 7 élections législatives partielles qui vont s'étaler du 7 au 21 novembre. Première d'entre elles, chronologiquement, celle de la Haute-Loire, après-demain. Psychologiquement, c'est une élection importante pour le moral de la majorité, qui n'avait emporté le siège en 1973 que de justesse. Une élection où les pronostics sont bien difficiles, toutes les cartes étant brouillées par la personnalité de l'homme qu'il s'agit de remplacer, le docteur Jean-Claude Simon, qui s'est noyé au mois d'août. Aujourd'hui qu'il a été partiellement vidé, le plan d'eau de Saugues semble bien dérisoire. On imagine difficilement que 2 hommes, dont le docteur Simon, aient pu s'y noyer. Ce plan d'eau, c'était justement la dernière réalisation du maire de Saugues, qui menait sa circonscription comme il menait sa ville, tambour battant. À l'heure actuelle, Jean-Claude Simon a acquis une dimension quasiment légendaire dans le pays, et tout cela à partir d'une localité de 2600 habitants, qui l'avait vu non sans fierté être nommé meilleur maire de France en 1974. Il faut dire que le docteur Simon avait su regrouper ses administrés en créant notamment une station de radio locale destinée à informer les habitants d'une 50aine de hameaux isolés l'hiver. Allô, allô, mesdames et messieurs, quelques informations. Tout d'abord, dans le cadre de la campagne de la recherche médicale,
Des cartes sont en vente en mairie pendant les heures d'ouverture du secrétariat au tarif de 5 francs. Cette volonté de faire participer les habitants à la vie communale, Jean-Claude Simon l'avait même poussé jusqu'au paradoxe. Une fois par an, il réunissait les chefs de famille ou tous ceux qui voulaient venir, les habitants de la commune, pour envisager les programmes futurs à réaliser sur le plan communal. Et on était même arrivé à faire voter à la dernière assemblée communale l'augmentation des impôts. Au moment où les électeurs de la 2e circonscription de la Haute-Loire s'apprêtent à voter, on pourrait penser que l'image de Jean-Claude Simon a fait place aux luttes politiques. Eh bien non. Aucun des candidats à la succession ne se risquerait aujourd'hui à critiquer un quelconque aspect de l'action menée par le député-maire de Saugues. À telle enseigne que le candidat unique de la majorité, Jean Proriol, axe toute sa campagne non pas sur ses réalisations en tant que sénateur de la circonscription voisine, mais sur l'amitié indéfectible qui l'unissait à Jean-Claude Simon. À gauche, le Parti socialiste, après un violent débat interne, présente Louis Hérault, le maire de Brioude, vétérinaire de son État, le Parti communiste, un ouvrier mineur de Langeac, Jean Benoît. Restent 2 candidatures marginales, celle de l'extrême droite avec Jacques Bozio-Gillet qui se réclame de Jean-Marie Le Pen, et celle de l'extrême gauche avec Michel Petiot de Lutte ouvrière. Dans cette circonscription, on ne peut à l'avant-veille du premier tour faire aucun pronostic. Les agriculteurs qui représentent la majorité de l'électorat ont eu une année particulièrement difficile, le gel, la sécheresse et maintenant les inondations, mais les aides de l'État ne semblent pas avoir changé l'état d'esprit général. On prend ce qu'on nous donne, mais c'est une moquerie, on se met tout le monde, l'ouvrier, le fonctionnaire, tout le monde sur le dos. Et sans le vouloir, on ferait mieux de descendre à la rue et faire comme les autres. Remarquez, on ne l'a pas demandé. Pas notre région, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été prises récemment en faveur des agriculteurs peuvent influencer le choix des électeurs? Je ne crois pas du tout, parce que là aussi, c'est mon opinion personnelle. Hein. Je crois qu'on met des gars en place, puis c'est à peu près tout. S'il est de votre région, de votre secteur, si, il fait quelque chose pour son pays. Ben, à part ça, vous voyez. Pourtant, il faut quelqu'un. En revanche, les électeurs de la région minière de Brioude pourraient bien faire la décision dimanche. Les nouvelles industries se comptent sur les doigts d'une main et malgré les efforts, le chômage augmente et les jeunes quittent le pays. Or, aux dernières élections législatives, celle de 73, le docteur Simon ne l'avait emporté que de 612 voix sur le candidat socialiste au 2e tour. Vous connaissez le candidat Jimmy Carter. Dans une seconde, vous allez découvrir le président James Earl Carter. Ses premiers pas, ses premiers mots de président, ils ont été pour les journalistes à l'occasion d'une conférence de presse qui tranchait sur celle que connaissent mes confrères américains. Figurez-vous que Jimmy Carter, fidèle à ses souvenirs, avait une dernière fois encore délaissé la Maison-Blanche pour un dépôt de gare. Et oui, le dépôt de la gare désaffectée de Plains, en Géorgie, sa ville natale. Yes, sir. Comment allez-vous choisir les membres de votre gouvernement en fonction de quelles priorités? Quand pensez-vous révéler leur nom? Je n'ai pas l'intention de faire des choix définitifs dès maintenant, en tout cas pas avant décembre. De toute façon, je consulterai étroitement mon colistier, le sénateur Mondale. Pour ce qui est de certains postes clés, je pense à l'agriculture, la défense, les affaires étrangères, où j'hésite entre plusieurs candidats, je voudrais travailler avec ces candidats d'ici décembre pour mieux les connaître avant de fixer mon choix. Ainsi donc, le candidat Carter abandonne son fameux sourire, place au président des États-Unis. J'ai été un mauvais candidat, mais je serai un bon président, aurait dit Carter à ses amis. Un président qui, pour sa première conférence de presse, vient de faire savoir que sa politique serait bien différente de celle de Ford. Jusque-là, rien de surprenant, puisqu'il a été élu pour cela. Toutefois, pour Carter, vainqueur sur un score étroit, le changement passe d'abord par la continuité. Et la continuité, c'est naturellement la Maison-Blanche, où Ford et Kissinger se trouvent encore jusqu'au 20 janvier. En clair, cela signifie que la politique étrangère des États-Unis sera conduite jusqu'au 20 janvier par Ford et Kissinger. Carter et son équipe seront seulement associés aux décisions, et Henry Kissinger vient de le rappeler. Aucune nation ne devrait commettre l'erreur de croire que le moment est bien choisi, la période de transition donc, pour éprouver la volonté de l'Amérique. Mais à cela, Carter répond déjà « Je préfère un ordre mondial à la politique des blocs », c'est-à-dire, par exemple, une plus grande fermeté avec l'URSS
et un dialogue plus souple, moins intransigeant, avec les différentes nations qui constituent l'Europe. Il est clair donc qu'en attendant le 20 janvier, le vaincu et le vainqueur devront composer. Mais dès le 20 janvier, Carter conduira le jeu en compagnie sans doute de Zbigniew Brzezinski. Monsieur Brzezinski est polonais, naturalisé américain et professeur à l'université de Columbia, comme M. Kissinger est allemand, naturalisé américain et professeur à l'université de Harvard. Mais la comparaison s'arrête là, car il y a tout lieu de penser qu'en matière de politique étrangère, M. Brzezinski sera un anti-Kissinger. Le Vietnam, nouveau visage de paix, de coopération économique, bref, c'est ce visage ouvert que les dirigeants vietnamiens, il n'y a plus de nord ni de sud, veulent maintenant donner. Et les relations économiques avec l'Occident, et d'abord avec la France, repartent d'un bon train. En ce moment, à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères est en discussion pour de nouveaux contrats avec la France privilégiée, des contrats qui vont loin. Vous savez bien que nous sommes entrés en plein pied dans une période de reconstruction et de développement économique de mon pays. Alors nous avons besoin d'importer des machines, des équipements et puis des moyens de transport. Et nous pouvons bien fournir à la France ce dont elle a besoin, par exemple les matières premières, de l'énergie, des matières énergétiques et des produits agricoles, surtout les produits tropicaux. Quand vous parlez d'énergie, est-ce que vous parlez du pétrole? Oui, je mentionne aussi à la fois le charbon et le pétrole. Est-ce qu'on peut penser que d'ici à quelque temps, et en fonction des conversations que vous avez aujourd'hui à Paris, des entreprises françaises pourraient aller s'installer au Vietnam pour y travailler avec vous? Nous allons publier notre code pour les investissements étrangers et aujourd'hui j'ai des entretiens envers les membres du patronat français. Alors j'ai informé aux membres du patronat français les grandes lignes de notre code. Alors ils sont les bienvenus s'ils veulent s'établir là pour l'intérêt du Vietnam et de la France. Quelle forme de participation est-ce qu'on peut envisager des entreprises capitalistes s'installant chez vous et rapatriant des bénéfices? Nous donnons une garantie de 15 années d'affaires. Le professeur Judet, condamné il y a 3 mois, un chirurgien esthétique devant les tribunaux avant-hier. Bref, le fisc frappe quand on le fraude, il frappe fort et surtout haut. Visiblement, les inspecteurs des impôts, le ministère des Finances et la justice veulent faire des exemples. Quelques 60 plaintes il y a 6 ans, 150 en 71, plus de 300 en 72, 420 en 76, 700 l'année prochaine, nous dit-on, et toujours ce désir de faire des exemples en choisissant des personnalités en vue, médecins, chanteurs, artistes. C'est la fameuse circulaire du 9 octobre 72 envoyée au procureur de la République par Pierre Arpaillan, au nom du garde des Sceaux, qui a ainsi organisé et surtout développé cette chasse aux fraudeurs de luxe sous la devise « Des sanctions pour l'exemple envers ceux qui devraient donner l'exemple ». Patrick Poivre d'Arvor vient de vous le dire, 61 poursuites en 70, 777, c'est une progression sensible, remarquable. Il se dit, toutefois, mais comment le vérifier, que 15 000 dossiers relevaient cette année des poursuites prévues par le fameux article 1741 du Code général des impôts, article qui fixe à 1000 francs nouveaux de revenus non déclarés, le seuil à partir duquel on devient un véritable fraudeur aux yeux de la loi, sinon de la morale. Première question, pourquoi l'administration, disons le ministre des Finances, préférait-elle auparavant la transaction avec le fraudeur découvert? L'argent rentrait, mais tout dans la discrétion. Réponse de la rue de Rivoli, la justice était beaucoup trop lente et les juges souvent trop indulgents. C'est vrai que des dossiers de fraude sont arrivés au prétoire alors que l'inculpé avait pris sa retraite. C'est vrai surtout que la réalité, je veux dire, la perversité de la délinquance en col blanc, n'apparaît réellement que depuis quelques années. Maintenant, ajoute le ministère des Finances, la procédure est beaucoup plus rapide et les juges plus rigoureux. Ce qui fait que la condamnation et les amendes pénales s'ajoutant au redressement, entre guillemets, de l'administration, l'addition est lourde. Bien fait, dit la morale sociale, mais attention, réplique la morale du droit par la voix de Bernard Dupré, avocat tenace du dernier fraudeur en date jugé.
Attention, l'exemple est en fait une injustice contraire au principe fondamental de l'égalité des hommes devant la loi, car l'administration choisit ses victimes, c'est donc l'arbitraire. Au fond, c'est vrai. Et c'est donc double punition, mais peut-être aussi double remords, pour le fraudeur de savoir que, d'une certaine façon, il est une sorte de victime, de lui-même d'abord. Tout ce que les hommes inventent pour mieux essayer d'oublier qu'ils sont mortels. Voilà une assez jolie définition de la culture qui viendra s'ajouter à une belle collection de citations. Celle-là est de François Giroud, le secrétaire d'État à la culture précisément. Depuis cet après-midi et jusqu'au milieu de la nuit, elle défend son budget, un petit budget. Un budget qui donc ne laisse qu'une portion congrue aux subventions. Et congrue parmi les congrues, les subventions pour compagnie théâtrale. Le théâtre n'est pas riche, personne ne peut le nier. Même si la façade de la Comédie Française, réouverte hier en présence de Valéry Giscard d'Estaing, même si cette façade a fière allure. Le théâtre est pauvre, et pauvre parmi les pauvres, le théâtre pour enfants. Tu y vas souvent au théâtre? Non? Tu regrettes de ne pas y aller souvent? Non. Et vous? Moi j'aime mieux y aller une fois. Moi j'aime mieux les poules. T'étais déjà allé au théâtre? Et tu voudrais y retourner? Oui. Ce soir donc, dans l'hémicycle qui fait parfois penser à la scène d'un théâtre, les députés engageront la discussion sur le budget alloué à la culture. Ce budget sera voté et pourtant tout le monde reconnaîtra qu'il est dramatiquement pauvre. Pendant ce temps, les compagnies théâtrales continueront de vivre, mais de vivre mal. Hier matin, à la Courneuve, la troupe de la Pomme Verte jouait devant 300 enfants venus d'écoles voisines, un spectacle spécialement créé pour eux. Je crois que tous les thèmes peuvent être abordés, la vie sexuelle, la mort, il n'y a aucune raison. Simplement, c'est la façon de traiter le sujet qui compte. On peut très bien traiter d'une façon artistique. Moi, j'ai mis l'an dernier, on avait une femme enceinte dans un spectacle. C'était très bien admis par les enfants. Enfin, il n'y a pas de tabou. Il faut un petit peu laisser de côté toute cette idée du 19e siècle où il y a des tabous pour les enfants. Et toujours prendre l'enfant et le minoriser dans la société. Actuellement en France, il existe 6 compagnies pour enfants. La subvention accordée par le secrétariat d'État à la culture est de 200 000 francs pour chacune, soit le tiers du budget alloué aux compagnies pour adultes. Il faut aussi signaler que le prix de vente des spectacles, 4 000 francs environ pour une représentation, est inférieur au coût réel. Les acteurs sont payés au plus juste, on économise surtout. Pourtant, ce prix de vente est encore trop élevé pour les municipalités ou les écoles qui souhaiteraient appliquer ce qui est prévu par la loi. 3 journées et demie de théâtre par an pour tous les enfants. Alors aujourd'hui, c'est l'impasse pour ces compagnies qui assurent pourtant un véritable service public en matière d'action culturelle. Nous avons un président de la République qui parle beaucoup de culture, qui parle de la qualité de la vie, qui parle du rêve et qui laisse le budget de la culture se dégrader. En ce qui nous concerne, le théâtre pour les jeunes, ça devient de plus en plus difficile, ça devient presque impossible de répondre à la demande. Ça nous oblige à un travail intensif de préparation de spectacles et de tournée dans des conditions tellement difficiles que les spectacles ne peuvent pas garder la qualité qu'ils devraient avoir et que nous ne pouvons pas assurer le travail de recherche, d'expérimentation qui est absolument indispensable pour un théâtre de qualité. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la création est indispensable, qu'elle est le reflet même d'une société, mais elle coûte cher. En clair, il faut que quelqu'un paye. Si c'est l'État qui prend tout en charge, certains diront que la création est asservie. À l'inverse, il est difficile d'imaginer que les créateurs puissent vivre simplement d'eau fraîche. Le temps des mécènes est mort, et dans la société de 1976, on n'a pas encore trouvé par quoi ou par qui les remplacer. Voilà, ce journal se termine, il ne serait pas complet sans la météo. Demain, le temps restera nuageux avec des éclaircies sur les Alpes et la Méditerranée. Sur le reste de la France, un ciel très nuageux tout court. Voilà, au nom de toute la rédaction qui a préparé avec moi ce journal, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mais tout de suite, si vous avez pris ce journal en cours, un rappel des titres. Bonsoir. Le Conseil constitutionnel se prononcera dans un mois. Élection législative partielle dimanche à Brioude et au Puy. Carter, pas de bouleversement, mais un esprit nouveau. Le théâtre des enfants, plus de crédit, plus de création.
Dernier journal, 22h40.